Bien, eh bien écoutez, bonjour et bienvenue à ce troisième et dernier webinaire de la série RH et territoire pour cette année 2024. Je vous rappelle, le concept, il est très simple. Un sujet d'actualité, un expert, trois questions, 15 minutes. Vos questions pourront être posées dans le chat tout au long de l'échange avec l'expert. Alors aujourd'hui, nous allons poser trois questions à Cyril de Souza Cardoso, trois questions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, puis d'essayer de voir quels impacts son déploiement peut avoir sur la gestion des RH dans les entreprises. Si vous souhaitez recevoir le lien pour revisionner l'intervention et avoir les références bibliographiques, n'oubliez pas de mettre votre email dans le chat à gauche de votre écran. Cyril de Souza Cardoso, bonjour. Bonjour, Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, une petite présentation, si tu me le permets, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait. avec plaisir Philippe. Tu es le fondateur et directeur général de Polaria, entreprise de la tech spécialisée notamment dans l'intelligence artificielle, passionné par la tech et les data, j'ai le sentiment depuis toujours. Ton intérêt pour la transmission de connaissances t'a amené rapidement à devenir également enseignant, conférencier. Tu as participé à la création d'une chaire de recherche Managia, donc on en reparlera peut-être à la fin de cet entretien. Tu es également conférencier, donc je l'ai dit, auteur de plusieurs ouvrages sur les thématiques de l'innovation et des technologies et des nouvelles technologies, dont bien entendu les intelligences artificielles, qu'elles soient conversationnelles ou génératives. Ton parcours de formation, c'est l'illustration parfaite du parcours d'un passionné par les data, leur extraction, leur connaissance, leur analyse, et que tu as pu acquérir en passant par l'ENSAI, le CNAM, complété par Centrale Supélec sur les intelligences artificielles. Chez Polaria, vous vous êtes donné pour mission, et je te cite, de démocratiser l'intelligence artificielle et de faciliter les transformations humaines, organisationnelles et managériales qu'elles impliquent en associant l'excellence technologique au savoir-faire en matière de conduite du changement, de transformation des organisations et de management. Tu crois profondément, et c'est encore toi que je cite, que l'IA doit être guidée par l'humain et l'intelligence collective. Et enfin, je terminerai ce petit portrait par souligner que tu es aussi un professionnel très engagé, notamment en portant des initiatives citoyennes et solidaires pour des associations comme Team for the Planet ou Les Déterminés. Donc, c'est un très joli parcours et on voit que l'IA est portée par quelqu'un qui a un fort, fort engagement. Donc Cyril, ma première question, elle est ultra basique. Je m'en excuse vraiment par avance. Quand on parle d'intelligence aujourd'hui, d'intelligence artificielle, de quoi concrètement parle-t-on? Moi, je pense que c'est une question qui est hyper pertinente et il faut qu'on en parle en tout cas régulièrement parce qu'effectivement, on dit tout et n'importe quoi en tout cas sur le sujet et notamment sur un sujet qui est un peu arrivé d'actualité. Bon, si on remet un peu les choses de manière très simple, parce que je vais répondre ça en 2-3 minutes, mais comme ça va me permettre à tout le monde d'avoir une vision très claire de quoi on parle. L'intelligence artificielle, déjà, premier élément, c'est une technologie qui est formalisée dans les années 50. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. On n'est pas sur une sorte de tendance technologique récente. En réalité, ce qu'on vit aujourd'hui est l'aboutissement de plus de 70 ans de travail et de recherche et de développement. Donc c'est vraiment à replacer en tout cas au bon endroit. Donc l'intelligence artificielle, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que c'est l'IA? L'IA, c'est un système informatique qui cherche à reproduire une fonction cognitive humaine. Voilà, simple, il y a pas, c'est pas très compliqué, c'est la définition de l'OCDE, de l'Union européenne. À l'intérieur de l'IA, deux grands ensembles, deux grandes écoles, ce qu'on appelle le cognitivisme. Aujourd'hui, on dit les IA symboliques. C'est en gros apprendre des algorithmes, apprendre des règles de logique à la machine pour qu'elle produise un résultat. Dans cet univers-là, je donne un objectif à la machine, je lui donne un algorithme et elle produit de la data. On a une autre école qui va naître dès les années 50 et qui va être marginalisée pendant très longtemps, qui sont ce qu'on appelle les IA statistiques. Dans cet environnement-là, on va faire autre chose. On va créer des systèmes du type réseau de neurones. En gros, on copie le réseau, enfin, le fonctionnement neuronal. À la place des neurones humaines, on met des fonctions mathématiques avec des paramètres, donc des f de x pour celles et ceux qui ont aimé les cours en mathématiques. Et en gros, à l'intérieur de ça, on déverse des données. Et cette école-là dit de ça émergera de l'intelligence. Et en gros, alors que la première faisait objectif plus algorithme donne de la data, dans cet univers-là, c'est objectif plus data donne un algorithme. Donc il y a une sorte d'inversion. Et ça va être ostracisé pendant trop longtemps. Les IA statistiques vont reprendre leur revanche dans les années 2010, après l'apparition des systèmes experts et autres. Hein. Dès qu'on utilise aujourd'hui finalement un système informatique, on peut quasiment le qualifier d'IA.
tout cas de la première catégorie. Mais les IA statistiques vont vraiment prendre le dessus dans les années 2010, prendre leur revanche en 2012, et on va avoir une transformation vraiment importante en 2017 avec l'invention des transformers qui vont permettre la création de ce qu'on appelle les modèles de fondation. Parce que dans les IA statistiques, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, qui s'appuie sur l'idée que la machine apprenne à partir de données. À l'intérieur du machine learning se trouvent les algorithmes dits de réseaux de neurones. Quand on crée des réseaux de neurones avec beaucoup de profondeur, on crée du deep et ça crée le deep learning. Donc à l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning. Et à l'intérieur du deep learning, avec les transformers, se trouvent les IA génératives dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est un petit champ, et on pourrait se dire que c'est juste le petit champ d'un ensemble plus vaste, et c'est important de l'avoir en tête parce que ça ne disqualifie pas le reste. Par contre, c'est une vraie transformation sur une autre dimension, c'est que les IA génératives, les modèles de fondation, comme ChatGPT, transforment notre manière de parler avec la machine. Maintenant, j'utilise la voix pour parler avec la machine. Et ça, c'est une transformation de notre rapport à la machine. Je n'ai plus qu'à utiliser le langage naturel, par l'écrit ou par la voix. Et c'est ça la grande transformation de notre époque. Donc voilà pour faire le scope sur l'IA. Merci, hein, je pense en effet c'est très clair et on comprend déjà bien que ça n'est pas un nouveau sujet. Tu nous dis dès les années 50, on aborde ces questions-là et on développe des solutions différentes les unes des autres. On voit bien aussi qu'on est quand même assez loin peut-être de l'intelligence humaine. On n'en est pas du tout là, même si on cherche, et c'est peut-être le chemin qui est la perspective de l'évolution de ces outils-là. Donc, on comprend également qu'on fréquente d'ores et déjà et on utilise d'ores et déjà des tas d'applications ou des tas de situations où on est confronté à de l'intelligence artificielle embarquée, j'ai envie de dire, sans même qu'on ait parfois mis le mot intelligence artificielle derrière cette technologie. On va rentrer maintenant, si tu le veux bien, dans le vif du sujet, même si on l'a quand même un petit peu abordé, pour essayer de comprendre en quoi comment dire, le déploiement des intelligences artificielles, sa généralisation, en quoi cela peut perturber, transformer, modifier le travail et l'emploi, puisqu'on entend, on le lit, des inquiétudes fortes à ce sujet-là. Quel est ton point de vue, toi, qui est un spécialiste de ce domaine-là? Alors, le premier élément, c'est qu'effectivement, on est en train de vivre la plus grande vague technologique de notre époque. Personne de son vivant, quel que soit son âge dans cette visio, n'a vécu de vague technologique telle qu'on est en train de le vivre. Il faut, à minima, pour comprendre l'impact que l'IA va avoir dans notre monde, avoir cumulé l'effet de l'apparition d'Internet, de l'ordinateur et du smartphone. Donc, c'est une transformation majeure de notre époque. Avec un aspect, c'est que cette révolution technologique, notamment, ne touche pas à ce qu'on appelle les cols bleus, les métiers manuels, ou un peu plus loin, les métiers d'interaction humaine, mais les métiers intellectuels, les cols blancs. Aujourd'hui, on vit un moment technologique qui a démarré en 2017 avec l'invention des transformers, qui fait, et c'est important que chaque personne qui m'entend l'ait bien en tête, qu'aucune tâche intellectuelle humaine n'est plus à la portée de la machine. D'accord? C'est-à-dire que C'est toute assez tâche. effrayant ce que tu dis Non, là. mais c'est juste une transformation d'une dimension. C'est qu'effectivement, en tant qu'assistant, l'IA est capable d'intervenir partout. J'insiste là-dessus, parce que les gens souvent utilisent la version gratuite de ChatGPT, lui ont posé une question sur eux-mêmes, le truc a mal Mm. répondu, ils se sont dit c'est n'importe quoi, et ils ont arrêté. Bon, c'est une très mauvaise utilisation de l'IA. L'IA, ce n'est ni un moteur de recherche, ni une base de connaissances, sauf si je lui dis d'aller chercher sur Internet. Mais l'IA bien utilisée, là, quand on parle par exemple de ChatGPT, je pourrais te parler de Mistral, de Midjourney, mais avec quelques outils. Allez, je parle, on va dire avec 100 euros d'abonnement maximum par mois. Je suis capable d'avoir l'ensemble des outils qui me permettent de, de faire des recherches web complexes, de faire voilà, des recherches, de reformuler des textes dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel style, dans n'importe quelle expertise. ChatGPT passe le concours de Stanford et est capable de dépasser le niveau intellectuel de 95% des experts dans n'importe quel domaine d'expertise humaine. Et tout le monde a Impressionnant. cet assistant dans la poche. Je suis capable de synthétiser n'importe quel document PDF, quel que soit son format. Quel que soit son format, on l'espace à peu près, il est capable de synthétiser un document de 500 pages en une seconde. Je suis capable d'analyser un tableur Excel, de générer des graphiques, de générer des PowerPoint, de générer des sites web, de générer des jeux vidéo. Je suis capable de générer des photos, de générer des vidéos, de générer de la musique, des voix. Rien, aucun champ intellectuel humain n'est pas en tout cas à sa portée. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et cette puissance de création, tout le monde l'a maintenant dans sa poche. C'est ça la grande transformation de notre époque. Et oui, dans cette transformation-là, il se passe quelque chose qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Ce sont les tâches dites intellectuelles
qui sont les plus automatisés aujourd'hui. Les métiers qui vont avoir le plus de tâches automatisées, notamment les métiers d'expertise comptable, du juridique, par exemple, on va atteindre des taux d'automatisation à 75% pour les tâches existantes. Et on sait que cependant, les métiers les moins automatisables vont être, à cause avec l'IA, tout ce qui relève de l'interaction humaine et du manuel. Ça veut dire juste une chose, c'est que c'est une transformation de nos rapports au travail. Ce n'est pas que les avocats ou les juristes vont disparaître. Mais si un avocat me dit que son travail, c'est de rédiger des contrats, lui, ce métier va disparaître. Par contre, si l'avocat me dit que son travail, c'est de comprendre en interaction avec ses clients les besoins, d'être là au moment où il y en a besoin, d'être en interaction avec eux, et ensuite d'utiliser des IA pour apporter des réponses pertinentes, alors ce métier, il a de l'avenir. Et on n'oublie jamais qu'une chose, c'est qu'on voit toujours plus facilement les tâches qui disparaissent que celles qui apparaissent. Si on revenait dans les années 80, on revient en arrière et on va voir les gens dans la rue dans les années 80 en France et on prend quelqu'un, on lui dit, tu sais, en 2024, il y aura toute une partie de l'économie qui sera occupée par des développeurs mobiles, des développeurs web, par des community managers, des influenceurs YouTube. Euh, les gens, enfin, on dit, mais c'est quoi ces métiers? C'est quoi? Et pourtant, c'est une part de l'économie aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi ce qu'il faut avoir en tête dans cette transformation. Oui, complètement. Et en effet, on est face à un changement qu'on a, nul d'entre nous n'a connu de cette ampleur-là, en tout cas. Donc là, en fait, le propos, il est rassurant, même si on peut être déstabilisé par l'ampleur de la vague que ça va produire et des effets de la vague sur du moyen long terme que ça va produire. Mais on comprend bien que comment dire, le développement des IA va supprimer finalement toutes les tâches répétitives, prévisibles, qui parfois d'ailleurs sont source de souffrance au travail. Donc on pourrait presque, dans une vision très optimiste, imaginer que le déploiement des IA dans les différents métiers apporte un petit peu plus comment dire, de facilité dans le travail que l'on a à réaliser, de qualitatif aussi dans le travail et dans les tâches que l'on a à réaliser, donc de valeur ajoutée finalement et peut-être, j'ose, jusqu'à redonner un peu de sens au travail. C'est un vrai sujet d'actualité également. Mais pour cela, quand même, j'ai envie de dire, il y a des mesures très proactives en matière de politique publique et d'éducation, probablement, qui sont nécessaires à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors là, je parle du siège qui est le mien aujourd'hui, d'un conseil régional, où en tout cas, ce déploiement-là, il doit aussi s'accompagner parce qu'il peut poser d'autres types de questions. On a, on a compris donc que l'intégration des IA impacte donc le travail, les emplois d'aujourd'hui, de demain, et aussi donc la dernière question que je voudrais te poser au regard de ton expérience et de ta connaissance, c'est quels seront et pour faire un peu le focus sur le monde de l'entreprise, quels seront pour toi les impacts de l'IA dans la gestion des ressources humaines dans les entreprises? Et alors nous qui accompagnons les entreprises au quotidien dans les petites entreprises, notamment finalement par rapport aux grosses, on imagine qu'elles ont les compétences et tous les moyens pour bien se servir de ces intelligences artificielles. Quel est ton point de vue? Alors, le premier élément, c'est que alors qu'avant, les technologies d'IA dédiées au RH étaient réservées aux grands groupes, depuis 24 mois, les meilleures technologies d'IA appliquées au RH, c'est ce qu'on appelle, il y a un paradoxe en data science qui fait que c'est en gros les modèles de fondation, les modèles généralistes qui sont les meilleurs même sur les tâches particulières. En fait, même une PME a accès aujourd'hui, pour le même prix, le même coût, à Ouais. la meilleure IA RH du marché en comparaison, par exemple, du Boston Consulting Group ou de Total Energy. Donc déjà, ça, c'est assez intéressant. Et donc, toute la chaîne, bien entendu, va être impactée. Analyser des CV, répondre de manière automatique aux collaborateurs, analyser des éléments juridiques, tous ces éléments-là, toute la chaîne, de toute façon, partout où il y aura en tout cas de la tâche de gestion, l'IA va venir intervenir. Avec un autre élément, c'est que ça revalorise une autre dimension de la RH fondamentale, c'est celle de l'interaction humaine. Et je prends l'exemple de la chaîne de recrutement complète. Eh bien, oui, aujourd'hui, les gens qui postulent utilisent des IA pour rédiger leur lettres, leur CV, les adapter au profil. Et en face, on a des IA, des entreprises, c'est normal, qui utilisent des IA pour analyser en même temps les CV, les éléments, etc. Donc, on a des chaînes de recrutement entièrement automatisées qui n'ont plus beaucoup de valeur en réalité. Et le seul moment de la chaîne de recrutement qui a de la valeur, c'est le moment où deux personnes se rencontrent. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. C'est comme quoi l'IA, finalement, va revaloriser aussi potentiellement ce champ-là. Donc, moi, je ne crois pas, et comme dans tout métier, qu'il va y avoir un remplacement. Je crois qu'il va y avoir une augmentation. Effectivement, l'IA peut augmenter la RH, elle va pouvoir l'améliorer en ayant toujours ce focus de se dire, de toute manière, dans les années qui arrivent, la valeur ajoutée des organisations et des territoires et des entreprises va de se déplacer des tâches intellectuelles vers les tâches manuelles et d'interaction humaine. Et c'est sur ça, ce regard-là, en tout cas, qu'il faut que l'on ait.
Finalement, donc, ces compétences d'animation, de médiation, d'intermédiation vont être remises en valeur aussi, alors que bien souvent, on estime que l'animation va de soi et que c'est quelque chose d'assez facile. Et au contraire, c'est une vraie compétence. Et je pense qu'autour des écrans, là, on a des personnes dont c'est le cœur de métier. Et là, ça sera vraiment remis un peu sur le devant de la scène. Pour rebondir sur la dimension de compétence, ça va être très important. C'est aussi, là, et là, je crois que c'est un devoir et un rôle RH. La compétence, là, pour le coup, il va avoir un besoin d'acculturation large. Là, il est prioritaire aujourd'hui de former un grand nombre enfin, tous les collaborateurs parce qu'il y a une transformation. Et oui, nos attentes de compétences ne seront plus les mêmes dans les mois qui arrivent par rapport aux mois passés. Ça doit interroger chacun sur sa manière de recruter et les types de personnes qu'on recrute et les types de compétences que l'on recherche. Hmm. Très intéressant. Alors, on le voit, hein, les IA vont avoir un impact significatif sur la GRH. Tu nous le décris très très bien et de façon très concrète. Ça va transformer plusieurs aspects de cette fonction: recrutement, sélection de candidats, formation, développement des compétences, gestion administrative des carrières, évaluation. On pourrait presque même imaginer pour les TPE-PME, et on en discutait, et je suis preneur de ton avis, même si j'ai pas droit de poser une quatrième question. Mais moi, j'imaginais pour les TPE-PME qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une fonction RH structuré, une espèce de chatbot RH quasi complet, intégrant même une interface visuelle sorte d'avatar, nouveau type de collaborateurs, collaboratrices dans les entreprises. Alors ma dernière question, c'est est-ce que c'est un délire de ma part ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Bah, je te prends un exemple là très simple. Si tu as un abonnement de ChatGPT, sur ChatGPT, tu peux créer ce qu'on appelle des GPT. C'est ce qu'on appelle les agents IA. Tu peux en créer sur plein d'autres interfaces. Un agent IA, un GPT, j'arrive, je crée le nom. Ok, on va l'appeler chatbot RH, PME ou le PME RH, peu importe. Donc dédié à l'entreprise dont on parle, d'accord? Truc bidule de RH. Je lui dis, tu es le chatbot RH de cette entreprise je lui donne en pièce jointe la convention collective, les règles RH internes, le règlement intérieur. Je le génère et je mets cette interface à disposition de mes collaborateurs qui peuvent du coup lui poser toutes les questions qu'ils veulent sur les ressources humaines et du coup avoir des réponses instantanées 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, pour créer ça aujourd'hui, ça prend à peu près 5 minutes. Voilà. D'accord? Donc, c'est plus un délire à venir. Ça y est, c'est C'est là fait. maintenant disponible. Voilà. D'accord. Ouais, non, bon, bah voilà, hein, donc je ne délire pas autant que ça. Pour ceux qui me connaissent, ça peut les rassurer. C'est plutôt une bonne chose. Vraiment très intéressant. Alors pour le coup, quand même, parallèlement à ça, ça nous oblige aussi à relever un certain nombre de défis, me semble-t-il. Le respect de la vie privée, la sécurité des données. La vigilance quant aux biais algorithmiques, parce qu'on l'a vu, hein, on a déjà des sujets qui montrent que il peut y avoir des biais et ça nécessite d'être vigilant par rapport à ça pour les corriger. L'accompagnement des équipes dans l'acceptation et l'adaptation à l'arrivée des IA, ça tu en as parlé, et la place de la formation qui est essentielle Centrale. La dans les équipes. formation centrale, la responsabilisation. L'avantage, c'est que cependant, on est en Europe. Maintenant, il y a un IA Act, comme l'équivalent des RGPD pour l'IA, qui cadre l'utilisation de l'IA dans nos organisations. J'insiste sur un point. Dans l'IA Act, la responsabilité va du créateur des modèles aux intégrateurs, comme peut l'être d'ailleurs Polaria, jusqu'aux personnes utilisatrices finales. Tout le monde est responsabilisé sur la chaîne. Donc, il y a des responsabilités à avoir. Il doit avoir une compréhension. Si j'utilise un modèle gratuit, type ChatGPT, bah, mes données peuvent être utilisées pour entraîner le modèle. Donc, je peux participer à la fuite des données sensibles de l'entreprise. Si j'ai Ouais. un abonnement payant, j'ai plus ce problème-là. D'accord? Et donc, il y a à la fois des vrais enjeux, des vraies problématiques, mais il y a déjà des solutions technologiques en réalité. Et donc, la question, c'est vraiment la formation, l'acculturation. Je pense qu'il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps. D'accord, ben, en effet, ça me paraît vraiment très, très essentiel. J'en profite, Cyril, pour préciser à nos auditeurs que Polaria est à leur service pour les accompagner dans cette prise de connaissances et d'intégration dans leurs activités. Je ne me trompe pas, votre métier, c'est ça? C'est notre but, c'est notre objectif. L'objectif, c'est d'aider n'importe quelle organisation sur le territoire français et bientôt en Europe à penser sa stratégie, à la mettre en œuvre, quelle que soit sa taille. Alors j'avertis tout le monde quand même, nous avons affaire à une entreprise en partie bretonne et néo-aquitaine. Donc pour ceux d'entre nous qui avons une attache particulière avec ces territoires, on espère bientôt vous voir arriver dans notre belle région d'Occitanie. Avec plaisir. Ça, c'était le petit clin d'œil. Donc Cyril, un grand merci pour cet échange et la clarté des propos. On pourrait rester des minutes et des heures ensemble à discuter. On reste confiant avec ce que tu nous dis dans notre capacité à apprendre, à guider les IA. Et là, je fais un petit clin d'œil
en montrant à ceux qui nous écoutent un petit ouvrage qui ne coûte rien et qui est super pratique, vraiment. Donc j'insiste, et qui s'appelle justement Apprendre à guider les IA, dont tu es le co-auteur avec Michael Cabon aux éditions Librio. Et vraiment, je le recommande chaleureusement parce qu'il est rapide à lire. C'est un gros atout. J'invite aussi nos auditeurs à découvrir tes interventions, pardon, dans de nombreuses conférences qui sont accessibles sur YouTube. Et ça, c'est précieux aussi, que ce soit pas protégé et qu'on puisse t'entendre avec d'autres publics et sur d'autres scènes, et à te suivre sur LinkedIn et à suivre Polaria, qui a une actualité toujours intéressante et qui illustre bien finalement la forte croissance de ce secteur-là. N'hésitez pas, chers auditeurs, à laisser votre email dans le chat pour que nous puissions vous faire parvenir le contact de Cyril et de son entreprise, si vous le souhaitez, bien évidemment. Enfin, toujours à l'attention de nos auditeurs, vous voyez apparaître à l'écran quelques références sur le sujet pour continuer la réflexion, ainsi que les contacts donc, de Polaria, j'en ai parlé, d'un labo de recherche, le Labo RIA. Cyril, en 2 mots, le Labo RIA, c'est qui et c'est quoi? C'est donc le laboratoire de recherche qui est donc adossé notamment à l'INRIA, qui a été l'un des premiers laboratoires au monde à s'intéresser à l'impact de l'IA sur le monde du travail et qui est dirigé par une personne de grande qualité pour qui j'ai beaucoup d'amitié, qui s'appelle Ian Ferguson, qui est un sociologue et qui est passionnant également à écouter. On a eu régulièrement le plaisir d'intervenir ensemble et vraiment un espace, enfin, voilà, je vous invite à vous intéresser aux travaux de Laboria. Alors, voilà, je partage évidemment complètement ce point de vue et en plus de ça, il est sur Toulouse, positionné donc en plus un occitan. C'est pas magnifique. Et je retiens quand même le premier laboratoire au monde, hein, Oui, c'est ce que tu dis, hein, Cyril. tout à fait. Donc c'est toujours intéressant de faire un petit peu de promotion de ce qui se passe dans notre pays. Je vous laisse également donc les contacts de l'équipe de la direction de l'emploi, des entreprises de l'emploi et des partenariats économiques si vous souhaitez continuer les échanges. Et comme je vous le disais en introduction, ce webinaire est le dernier de la saison 2024. Si vous souhaitez que cette série continue, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans le chat ou sur les adresses que vous voyez apparaître à l'écran. Merci donc à Sandrine à la technique qu'on ne voit pas à l'écran, mais sans qui je ne pourrais strictement rien faire avec les petits moyens, comme je te le disais Cyril, les petits moyens de notre grande région. C'est très... Merci à tous nos auditeurs qui nous ont rejoints pour cet échange. Merci à toi pour le temps que tu nous as consacré et ton expertise et ce super dynamisme qui nous fait du bien sur un sujet qui peut parfois nous poser de réelles questions. On continuera de toute façon les échanges et je vais donc on peut souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année puisque Noël s'approche et que c'est toujours une période bien agréable. Donc merci à toutes et à tous. Cyril, on te garde encore un petit peu si tu veux bien. Avec Un petit, plaisir et merci à toutes et tous. merci à vous. Merci, très bonne journée à tout le monde.